Bonjour. La télévision apporte-t-elle son concours à la démocratie ou bien la démocratie doit-elle se soumettre à la télévision? Ces questions sont aujourd'hui universelles comme parfois les images. Comme je vous disais tout à l'heure, 5000 pesettes me suffisaient avant pour la semaine. Maintenant, 50 ou 60 euros ne me suffisent plus. En ce qui concerne mon salaire, et je suppose que c'est la même chose pour la plupart des gens, il n'y a pas eu d'augmentation en conséquence. C'est-à-dire que, statistiquement, votre politique, elle affiche des résultats extraordinaires, mais dans la rue, elle ne fonctionne pas si bien. Vous êtes ici pour répondre à nos questions. Alors, vous auriez une idée du prix du café au comptoir? Pourriez me répondre? Oui, environ 80 centimes d'euros. Non, ça c'était le prix du temps de Papy Franco, mais aujourd'hui c'est plus du tout le cas. Hein. Ça dépend. Alors s'arrêter sur les images que voient les autres, c'est peut-être parfois une manière de regarder autrement, celle que nous voyons, nous, sur nos écrans nationaux. Arrêt donc sur les images de 3 élections présidentielles qu'a priori rien ne rapproche, sinon les hasards de l'actualité. Avec vous, Mine Kirikanat, nous reviendrons sur la présidentielle turque qui se déroule en ce moment et qui a fait descendre 1 million de personnes dans la rue. Vous êtes journaliste et vous êtes aussi romancière. Marie-Roger Biloa, nous reviendrons avec vous sur la présidentielle malienne qui se déroule aussi en ce moment, élection parfaitement démocratique, simplement 36% de participation. Vous êtes journaliste et vous êtes aussi romancière. Enfin, André Caspi, alors l'élection américaine, ce n'est que dans 18 mois, mais déjà les premières images des primaires, et notamment des primaires démocrates, commencent à arriver sur les écrans américains. Nous y reviendrons avec vous. Mais nous allons commencer avec Perrine Dutreil par les images d'une émission française, d'une enquête exclusive du droit de savoir sur TF1. Oui, dans son émission diffusée mardi dernier, Charles Villeneuve nous parlait de la France qui triche. Les uns profitent à l'excès de l'assurance chômage, les autres fraudent le RMI, d'autres encore fabriquent des arrêts maladie bidons. Des milliards d'euros leur sont versés chaque année par les organismes de protection sociale. Donc, intitulé tout à fait saisissant et captivant, nous sommes demandés quelle pouvait bien être l'occasion d'actualité qui justifiait éventuellement sa programmation. On s'est dit que peut-être ils avaient un scoop. Alors effectivement, pour illustrer cette France de tricheurs, donc l'équipe du droit de savoir avait trouvé un sacré phénomène. Je m'appelle Thierry, j'ai 45 ans bientôt. Ça fait 25 ans que je suis au chômage, au crochet des acidiques, et que je vis grâce à la bienveillance de mon pays. Et alors Thierry F. nous était montré avec la parfaite panoplie du glandeur profiteur, de la boule de pétanque au jeu de cartes en passant par le hamac. Mais ce monsieur, on le connaissait déjà puisque Thierry F. avait écrit un livre sur sa condition de chômeur professionnel et les JT s'y étaient déjà intéressés, c'était en octobre dernier. Thierry F., 44 ans, est aussi propriétaire de son studio de 30 mètres carrés. Pourtant, il n'a travaillé que 4 ans en tout sur les 26 dernières années. Il est propriétaire de son studio en périphérie de Roanne. Pourtant, Thierry F. dit n'avoir travaillé en tout que 4 ans sur les 26 dernières années. Voilà, donc la figure emblématique de la France qui triche n'avait pas changé depuis l'automne dernier et les autres thèmes traités dans l'émission n'étaient pas tout à fait nouveaux non plus. Non, puisque ce numéro du droit de savoir, donc intitulé La France qui triche, rappelait en beaucoup de points un numéro d'il y a 6 mois du magazine Pièce à conviction sur France 3, baptisé La France des tricheurs. Rien à voir. Rien à voir. Et alors, forcément, quand on s'attaque au même sujet, on tombe sur les mêmes protagonistes. Par exemple, ceux qui ont écrit des livres, comme Claude Frémont, ancien directeur d'une caisse d'assurance maladie et auteur de Adieu Sécu, donc retrouvés dans les 2 émissions. Mais alors, pour ce qui est de l'enquête du droit de savoir, ça ne s'arrêtait pas là. L'enquête partait suivre des inspecteurs sur le terrain, comme on va le voir, cette enquêtrice d'une caisse d'assurance maladie à Nice qui traque les faux arrêts maladie. Martine est enquêtrice à la cellule antifraude de la Sécurité sociale de Nice.
Ce matin, elle doit contrôler à son domicile une assurée qui ne respecterait pas son arrêt maladie. Madame Rall, c'est la sécurité sociale. Voilà, je vous montre ma carte, hein, c'est un contrôle. Alors il y a 6 mois, Pièce à conviction avait aussi suivi une inspectrice d'une caisse d'assurance maladie qui était aussi à Nice, qui s'appelait aussi Martine Châtelain et qui était aussi filmée dans sa voiture et aussi filmée en train de sonner au domicile des gens. Oui, bonjour, c'est la sécurité sociale. Oui. Vous pouvez m'ouvrir, vous êtes à quel étage? Premier, en sortant de l'ascenseur à gauche. Voilà, c'est la sécurité sociale. Alors on vient à l'enquête du droit de savoir qui nous emmenait également aux côtés d'une équipe d'inspecteurs de l'URSSAF qui traque, elle, le travail au noir. Certaines domiciliations sont dans le collimateur de Lucien Contou et de son équipe d'inspecteurs de l'URSSAF. Et là encore, cette équipe d'inspecteurs de l'URSSAF de TF1 ressemblait étrangement à l'équipe d'inspecteurs de l'URSSAF de France 3 d'il y a 6 mois. Allez voir, ils pourraient facilement passer pour des inspecteurs de police. En fait, ils sont bien inspecteurs, mais de l'URSSAF. Et une équipe qui ressemblait étrangement à celle suivie déjà par le droit de savoir il y a 1 an pour un numéro qui déjà s'appelait Une enquête sur la France qui fraude. Il faut dire que les tournages avec cette équipe d'inspecteurs qui fait des descentes surprises sont toujours spectaculaires. France 3 avait eu la chance de filmer un travailleur au noir en train d'être pris en flagrant délit par les inspecteurs. Bonjour messieurs. Faisons un contrôle. Donc vous êtes... À peine arrivé, un homme tente en douce de se soustraire à leur vigilance. Monsieur! Non. L'homme fait une manœuvre de diversion. Quelques secondes d'inattention, quelques mètres gagnés, et il s'échappe. Et la caméra du droit de savoir avait elle aussi pu filmer son lot d'actions. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, monsieur Contou de l'URSSAF, le chef de la division de lutte contre le travail illégal. Nous faisons un contrôle. Voilà. Appelle la police vite avant qu'il s'échappe. Non, c'est quoi? Mais vous restez là, monsieur. Et le monsieur là. Mais pousse-toi. Oh là là, mais reste. Voilà, de ce recyclage quasi à l'infini, il faut pourtant, Perrine, se garder de conclure qu'il n'existerait en France qu'un seul escroc aux acédiques, qu'une seule équipe de lutte contre le travail au noir et qu'une seule inspectrice de traque des faux arrêts maladie. Alors pour ce qui est de Thierry F, donc le fameux chômeur au hamac, lui donc il a écrit un livre, ce qui explique que les médias se soient intéressés à lui, mais à l'époque où il était présenté dans les JT, il était présenté comme un cas exceptionnel, ce qui n'était pas rappelé par le droit de savoir. Alors ensuite, s'agissant de l'inspectrice de l'assurance maladie, là ce n'est peut-être pas aussi extrême que le cas de Thierry F, mais c'est quand même un cas atypique puisque cette dame dépend de la caisse d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, département record pour ce qui est des fraudes à la sécurité sociale et en même temps département pilote pour ce qui est de la lutte contre cette fraude. Enfin, quant à l'inspecteur de l'URSSAF, il est lui le chef de la division en Île-de-France de la lutte contre le travail illégal et il m'a expliqué au téléphone qu'il était toujours prêt à se laisser filmer et toujours très content de communiquer sur ces différentes actions, ce qui explique que les journalistes aillent facilement vers lui quand il s'agit d'évoquer le travail illégal. Et dernière question, pourquoi cette programmation ce jour-là? Alors le rédacteur en chef de l'émission du droit de savoir m'a expliqué que la diffusion était prévue depuis longtemps pour le 1er mai, l'idée étant, je cite, de faire un clin d'œil à cette journée qui marque la fête du travail. Voilà, un clin d'œil. Merci Perrine. David Avicaire, avec vous, un arrêt sur 2 commémorations télévisées. Oui, alors vendredi dernier et lundi dernier, on a appris la disparition de 2 artistes. Rostropovitch d'un côté, c'était vendredi, et de l'autre côté, Grégory Lemarchal, qui avait gagné la Star Academy et qui est mort de la mucoviscidose. Et bizarrement, finalement, la télévision et les journaux télévisés ont appliqué à ces 2 artistes très différents un traitement équivalent. Pourquoi? En fait, parce qu'elle leur a appliqué une sorte de rituel funéraire télévisé qui commençait par une dramatisation, comme toujours dans le cas des disparitions, dans les gros titres des JT. Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce vendredi, la mort du violoncelliste et chef d'orchestre russe Mstislav Rostropovitch, virtuose mondialement connu. Le jeune chanteur Grégory Lemarchal, qui avait remporté la Star Academy il y a 3 ans avec 80% des suffrages du public, est mort aujourd'hui à l'âge de 23 ans des suites de la mucoviscidose qui le rongeait.
Et comme souvent dans ces rituels télévisés, ces rituels funéraires, il y a évocation en musique des disparus. Et cette évocation musicale, elle permet, pour cause ils étaient artistes, de se recueillir. Et maintenant, que vais-je faire? Et puis on va ressusciter, pour le coup en noir et blanc, le parcours de ces disparus pour se les remémorer. Défenseur acharné des droits de l'homme et de la liberté d'expression, il n'hésitera pas à se mettre en danger pour aider son ami, Solzhenitsyn. Pendant les 4 mois de compétition, au château et sur scène, il franchit les étapes et impressionne par son talent et sa maturité. Grégory Le Marchal se bat contre ses camarades, contre la maladie surtout. Et puis quand les gens disparaissent, on se tourne soit vers des proches, soit vers des gens qui les ont connus, pour leur faire dire à quel point les disparus étaient irremplaçables. Il était et restera unique. Grégory avait quelque chose d'assez unique dans la manière dont il chantait, dans la manière dont il interprétait. On va aussi choisir dans les commentaires ou les témoignages tout ce qui peut être une métaphore céleste ou religieuse. C'était une comète venue d'ailleurs. Je disais souvent, on me demandait qu'est-ce que vous pensez de Grégory? Je disais c'est un ange. Et puis on va se remémorer, comme dans ces rituels, les combats, combats politiques pour Rostropovitch, combat contre la maladie pour Grégory Le Marchal. Cette image, personne ne l'a oubliée. Le maître interprétait Bach, le mur de Berlin venait de s'écrouler. Je suis venu jouer ici pour que l'on se souvienne de tous ceux qui sont morts à cause de ce mur. Si je n'avais pas eu la muco, peut-être que je ne serais jamais devenu chanteur. Peut-être que je serais devenu, je sais pas, moi, maçon, architecte, j'en sais rien du tout. J'aimerais bien être un oiseau. Je suis mal dans ma peau. Se soigner, c'est aussi bouger, c'est aussi vivre ses rêves et c'est ce que je m'évertue à faire. Alors moi je me suis demandé en constatant ce parallélisme des formes qui consiste à traiter de la même façon un grand génie de la musique et puis un vainqueur de la Star Academy, si finalement il fallait les mettre sur un pied d'égalité. Et ce faisant, je me suis rendu compte que je me posais la mauvaise question. D'une part parce que Grégory Le Marchal avait le mérite d'avoir chanté et remporté la Star Academy en dépit de sa maladie. Et la deuxième parce que finalement on n'est pas sur un territoire d'information dans ce type de sujet, mais on est sur un territoire de commémoration. Et le journal télévisé est traversé par notre envie de commémorer les disparus. Et même si on s'éloigne de l'information et qu'on va plus vers la postérité, eh bien peut-être que ce type de sujets ont une place dans nos journaux, en ce sens qu'ils sont fédérateurs. Voilà, et effectivement, le fait de monter côte à côte ces deux images comme vous l'avez fait était troublant pour le téléspectateur et pose énormément de questions auxquelles vous avez commencé à répondre. Alors, dans une élection présidentielle, les chaînes de télévision, les grandes chaînes de télévision et les autres d'ailleurs, peuvent-elles être impartiales? Par exemple, peuvent-elles traiter de la même manière les plus gros candidats, entre guillemets, et les autres? Ces chaînes de télévision ont-elles la même logique suivant qu'elles sont publiques ou privées? Voilà toute une série de questions qui se posent dans beaucoup d'élections dans le monde. Nous avons choisi d'en rapprocher 3, sans autre logique apparente que les hasards de l'actualité, puisque ce sont 3 élections présidentielles qui se déroulent ou qui commencent en ce moment. Donc, Marianne Eskovic et Yulia Kapustina, vous êtes partagés la planète, vous êtes partagés ces territoires. On va commencer avec vous, Yulia, par s'arrêter sur les images de l'élection présidentielle en Turquie. Oui, une élection présidentielle en Turquie assez turbulente qui a plongé la Turquie dans une crise politique très profonde. Je voudrais dire d'abord un mot sur les téléturcs. Il y a d'un côté 4 chaînes de télévision publiques, de l'autre de nombreuses chaînes de télévision privées qui appartiennent à 3 grands groupes médiatiques. Alors ces groupes sont étroitement liés avec le pouvoir. Par exemple, le Canal D fait partie du groupe Dogan Media et la fille du président de ce groupe est la patronne du MEDEF turc. Toutes ces chaînes couvrent évidemment cette 11e élection présidentielle en Turquie, mais si les chaînes sont nombreuses, le candidat, lui, est unique, sauf que ça n'enlève rien au suspense de l'élection. En Turquie, le président est élu au suffrage indirect par le Parlement et c'est la majorité parlementaire qui propose son candidat. Aujourd'hui, c'est le parti AKP, issu de la mouvance islamiste, dirigé par le Premier ministre Erdogan. Et 3 jours avant le scrutin, il a proposé comme candidat son bras droit, issu du même parti, le ministre des Affaires étrangères, Abdullah Gül. Je vous rappelle que la Turquie est une république laïque, donc une perspective d'un président islamiste a fortement déplu évidemment à la position qui a boycotté
le scrutin qui a eu lieu, je vous le rappelle, le vendredi 27 avril. Et c'est une véritable marée rouge aux couleurs de la Turquie qui a envahi les rues d'Istanbul, dont une grande partie des femmes pour lesquelles la laïcité est avant tout une garantie d'égalité entre hommes et femmes. Il les protège évidemment du port de foulard. Mais moi, ce qui m'a le plus surpris, que c'est dans cette foule des manifestants très colorés, les journalistes n'étaient pas du tout les bienvenus. Abdullah Gül, tournez-vous s'il vous plaît. Il paraît qu'Abdullah Gül a fait une déclaration de candidature. On n'en veut pas, on ne veut pas d'un Premier ministre, d'un président imam. S'il vous plaît, retransmettez mes propos tels quels. D'où venez-vous? J'habite un quartier d'Istanbul. Nous sommes dans la rue depuis 9h ce matin et nous avons aussi manifesté à Ankara. Il y avait une foule aussi nombreuse qu'aujourd'hui. Je veux que le Premier ministre Erdogan nous voie. Il y a ici près de 2 millions de personnes. Ils ont fait mine de ne pas voir la manifestation à Ankara. Voyez celle d'Istanbul aujourd'hui. D'où venez-vous? Moi, je viens d'un quartier d'Istanbul et je suis mécontent des médias. Les médias sont vendus. Oui, mais actuellement, nous sommes auprès de vous comme tous les autres médias et on vous filme. On nous voit à la télévision? Vous allez nous filmer là? Mais après? Et après? Vous êtes actuellement en direct, monsieur. Là, nous sommes en direct? Nous ne laisserons pas la Turquie aux mains de la charia. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer, Mine Kerikanat, la raison de la méfiance de ces manifestants? Est-ce que ça veut dire que en Turquie, qui est une démocratie, les plus grosses chaînes, les chaînes de plus grande audience, sont toutes ressenties comme partiales, c'est-à-dire étant toutes du côté du gouvernement islamiste? Oui. Vous savez qu'il y a 3 grands groupes de presse en Turquie, mais ce ne sont pas que des groupes de presse, ils sont des groupes industriels. Par exemple, qu'est-ce qu'ils font? Par exemple, le groupe Dogan, qui est le premier groupe, le plus fort, pour lequel je travaillais jusqu'à l'année dernière d'ailleurs, et a eu dernièrement le marché, l'offre publique, il y a 3 ans de cela, de la distribution du pétrole en Turquie. Vous voyez un peu, toutes les pompes d'essence appartiennent à ce groupe-là. Donc, et ce n'est pas son seul, il y a des industries. Le groupe Dogan réunit 52 sociétés anonymes industrielles. La presse est juste la vitrine de cet énorme holding. Donc, ils prennent des crédits des banques, ils dépendent du gouvernement. Donc, la première manifestation, le groupe Dogan n'a pas vu. Alors, la première manifestation, c'était à Ankara, c'était quelques jours avant la manifestation dont on vient de voir les images. Exactement, c'était exactement une semaine avant, justement, un dimanche. Et aucun média, à part Canal Turk, qui est d'ailleurs la bête noire du gouvernement, pour lequel je travaille aussi bénévolement pour cette chaîne, oui, tout à fait. Et donc elle n'a pas été couverte, la manifestation d'Ankara n'a pas été couverte. Seulement par Canal Turk l'a couvert. Seulement par Canal Turk. Et l'anecdote qui peut vous amuser, c'est que comme je travaillais jusqu'à l'année dernière pour le groupe Dogan, j'ai des hommes de main dedans, dans le groupe. Et donc j'ai su que jusqu'aux 7h du soir, les standards de tout le groupe, aussi bien les journaux que les télévisions, avaient sauté. On les avait traités de tous les noms d'oiseaux et de vendus. Et finalement, le big boss, Monsieur Dogan, vers 7h, a donné l'ordre à tous les médias qui sont justement à ses ordres de traiter la manifestation d'Ankara. C'est à partir de ce moment-là que Canal Turk, CNN Turk... ça se passe comme ça en Turquie? Voilà. Il suffit qu'on appelle la télé et puis ça y est, le PDG donne l'ordre. Ah oui, si les gens qui regardent et qui lisent les journaux font sauter les standards, c'est comme ça que ça marche. C'est pour cela que... D'une certaine manière, c'est réconfortant. C'est formidable. C'est pour cela que je me réjouis que les gens descendent dans la rue. Ça se passe pour la première fois dans l'histoire de la Turquie. Et alors, le groupe Dogan, là, il va se faire retirer la concession des pompes à essence, non? S'il continue comme ça, j'ai bien peur que si. Bon. Alors, en tout cas, on verra bien. Alors, Maya, au Mali, est-ce que les choses se déroulent de manière plus harmonieuse? Bien plus harmonieuse, parce que c'est vrai qu'on l'entend souvent en France, le Mali est une jeune démocratie, plutôt exemplaire sur le continent africain. Et en fait, c'est la 4e fois depuis la révolution de 91 que les Maliens votent pour leur président. Environ 7 millions d'électeurs étaient donc appelés pour le premier tour à choisir entre 8 candidats, dont le président sortant, Amadou Amani Touré,
Touré, qui s'appelle ATT au Mali, qu'on surnomme ATT. Qui s'appelle Amadou Amanitouré, mais voilà, qu'on surnomme ATT. Dans l'autre sens, et donc je vais me permettre de dire ATT plusieurs fois dans cette émission. Et donc ATT était un peu le favori de cette élection. Alors l'organisation de la campagne présidentielle dans les médias est très proche de la nôtre, vous allez voir, on respecte l'égalité du temps de parole, même si c'est un peu moins casse-tête que chez nous, puisque ça ne concerne que les médias publics, à savoir l'ORTM. L'ORTM, c'est l'Office de radio-télévision du Mali, qui regroupe une chaîne de télé et 2 stations de radio, le tout étant contrôlé par le CSA malien, le CNAM, le Comité national de l'égal accès aux médias d'État. Alors la campagne officielle dure 2 semaines, durant lesquelles la chaîne publique diffuse les clips de campagne de chaque candidat. Alors le format est plutôt sobre, voire même austère. On y voit une présentation détaillée de l'affiche et du logo de chaque candidat. Et puis c'est donc le candidat ou la candidate qui expose son programme, soit en bambara ou en français. Et puis alors le jour et l'ordre de diffusion des clips est annoncé dans le journal, comme en France, qui donc comme en France est censé donner le même temps de parole à chacun. Et alors en plus des JT et des clips de campagne, il y a une autre émission qui s'appelle le candidat du jour. Là vous allez voir, c'est toujours aussi sobre, plan fixe, même décor pour tout le monde, et le candidat répond à 3 questions posées par un journaliste invisible pour le coup là. Et alors c'est l'occasion pour eux d'aborder les problèmes de fond du pays et de proposer leurs solutions. On va par exemple écouter ce candidat qui s'appelle Thiebilé Dramé expliquer comment il compte faire pour atténuer les disparités entre le nord et le sud. Monsieur Dramé, vous êtes candidat à la magistrature suprême d'un pays, le Mali, dont la devise est « un peuple, un but, une foi ». Si vous êtes élu président de la République du Mali, quelle politique proposez-vous pour faire face à ces crises à la fois cycliques et permanentes que connaissent les régions nord de notre pays? Je pense que le Mali a besoin d'une grande politique d'unité, de cohésion et d'intégration nationale. La crise du Nord doit être surveillée comme le lait sur le feu. C'est pourquoi je propose, une fois élu président de la République, d'installer auprès de moi à Koulouba une cellule stratégique chargée de l'intégration nationale, de l'unité nationale, la cohésion nationale. Pour favoriser l'intégration nationale, je vais, à partir d'octobre 2008, créer dans les lycées de Kidal, Gao et Tombouctou, recréer les internats pour favoriser le brassage entre les jeunes du Sud et du Nord, pour permettre aux jeunes d'autres régions du Mali de vivre les réalités de Kidal, de Gao et de Tombouctou, d'apprendre les langues, le tamashek, le songoï, l'arabe. Vous savez, les jeunes gens qui ont vécu à l'internat ensemble, qui ont mangé à la même cantine, qui ont dormi dans les mêmes dortoirs, ne tireront pas les uns sur les autres. Je veux faire en sorte que les cadres qui travaillent dans les régions du Nord bénéficient d'une discrimination positive. Alors, sur le terrain, est-ce que c'est aussi idyllique que sur le papier, ce que nous a décrit Maya, ou est-ce que tout de même, entre le candidat qui est le président sortant et tous les autres, il n'y a pas eu de fait une certaine disparité de traitement? Disons qu'elle existe toujours un peu, mais ce qui est important ici, c'est l'effort qui a été fait pour essayer d'être équitable. Et ça, c'est une des avancées au Mali. C'est pas ça comme ça partout. Non. Je dis même pas en Afrique, même en Afrique, c'est pas comme ça partout. Et le Mali est un pays phare en la matière. Et donc, pour le processus électoral, après les problèmes qu'il y a eu lors des précédentes éditions, cette fois-ci, on a vraiment mis l'accent. Non, mais il y a eu un effort. Mais cela dit, Marie-Roger Bilois, on ne va pas faire de langue de bois sur ce plateau. Non, pas du tout. Ce que vous nous avez dit au téléphone en préparant l'émission, c'est que quand même, les autres candidats se sont plaints. Alors, ils se sont plaints de quoi? Mais bien sûr. Donc, je voulais dire ça quand même parce qu'on commence toujours par les côtés négatifs. C'est sûr qu'ils ont fait un effort. On change un peu. Voilà. Non, c'est vrai. Mais évidemment, ce n'était pas parfait. Parce que il y avait la partie officielle, c'est-à-dire les déclarations, l'interview et puis aussi quelques petits slogans qu'on pouvait voir. Mais alors, tous les voyages du chef de l'État n'étaient pas comptabilisés. Ouais. Lui, on le suivait partout et on avait droit à des heures lorsqu'il se déplaçait, lorsqu'il allait au nord, lorsqu'il faisait des meetings. Les autres, on les voyait presque pas. On les voyait que dans les petits carrés prévus à cet effet. Donc, ils se sont plaints.
Puis je crois que le président a subventionné une série d'associations sportives et culturelles qui ont été l'occasion d'une série de déplacements. Il allait assister à des manifestations sportives, culturelles. Tout ça, évidemment, a été amplement couvert par le journal. Et évidemment, les autres ont dit... voilà. Tout à fait. Alors, cela dit, il y a tout... Enfin, je veux dire, quand on dit c'est une élection démocratique, je pense que c'est vraiment une élection démocratique, c'est-à-dire... Maya, qu'il y a un livre, par exemple, très critique sur le président sortant qui a été publié au Mali. Qui a été publié au Mali. Alors, il a été écrit par un anonyme qui se fait appeler le Sphinx, dans lequel, on dénonce surtout ça, surtout ces histoires de clubs, d'associations créées par le président, qui à chaque fois qu'il allait inaugurer une salle de spectacle, un match de foot, en fait, voilà, ça faisait des reportages de 3 quarts d'heure là-dessus. Puis, en plus de ça, il y avait d'autres accusations de corruption, d'enrichissement. Alors, on va en venir maintenant aux chaînes de télévision américaines, puisque la présidentielle est encore très lointaine, c'est dans 18 mois, mais les premières images des primaires, notamment au Parti démocrate, ont commencé, Maya, à arriver sur les écrans américains. Je ne vais pas vous faire une explication, enfin une description exhaustive du paysage médiatique américain, parce que on n'a pas toute la journée non plus, mais par contre, je vous rappelle rapidement le contexte. Les primaires, ça sert à désigner le candidat du parti qui affrontera le candidat de l'autre parti. Et donc ce sont les démocrates qui ont ouvert le feu la semaine dernière avec un débat télévisé qui opposait 8 prétendants démocrates, qui était diffusé sur une chaîne du câble, une chaîne d'info continue MSNBC. Et ce débat donc se tenait dans une université, dans l'auditorium de l'université de Orangeburg en Caroline du Sud, donc qui a été le premier État à organiser ce débat. Alors les 8 candidats, vous voyez, se tenaient côte à côte sur la scène face au public, avec derrière eux une bannière étoilée super stylisée, et le tout était éclairé et filmé un peu comme la cérémonie des Oscars. Alors parmi les 8 candidats, les téléspectateurs français, voire même les téléspectateurs américains, connaissaient plus particulièrement 2, à savoir Hillary Clinton, bien sûr, et puis aussi celui que les Français présentent comme son concurrent principal, le sénateur Barack Obama, sénateur d'Illinois. Par contre, il y en a 2 autres que vous ne connaissez certainement pas. Il s'agit du sénateur Kucinich et du sénateur Gravel, qui eux représentent un peu l'extrême gauche du parti. Donc ce soir-là, dans l'extrait qu'on va voir, c'est le sénateur Obama qui est interrogé sur sa vision de l'écologie, tout ça. Mais très vite, le débat va dévier sur le terrorisme, et c'est là que nos 2 gauchistes vont faire entendre leur voix. Qu'avez-vous fait récemment, sénateur Obama, dans votre vie privée pour protéger l'environnement? Eh bien, vous savez, on vient juste de célébrer la journée de la Terre et nous avons demandé à 3000 volontaires de planter des arbres. Non, je pensais plutôt aux ampoules électriques. Ah d'accord. Bon, je pensais que le coût des arbres était plutôt bien. Nous avons aussi commencé à installer des ampoules longue durée pour économiser de l'énergie. Et c'est une chose que j'essaie d'enseigner à mes filles, Malia, 8 ans, et Sacha, 5 ans. Mais il y a une chose sur laquelle je dois revenir à propos du terrorisme. Nous avons de véritables ennemis dans le monde que nous devons gérer. Sénateur Obama, mon cher ami, voici une phrase très provocatrice. Vous avez dit auparavant que toutes les solutions sont envisagées en ce qui concerne l'Iran. Et il est important que les téléspectateurs réfléchissent au vrai sens de cette affirmation. Vous posez les bases d'une nouvelle guerre. C'est le pétrole qui nous a fait venir en Irak. C'est encore le pétrole qui fait que nous envisageons d'attaquer l'Iran. Si l'Iran possédait des armes nucléaires, ce serait une menace sérieuse pour nous et pour la région. Je n'ai pas de doute là-dessus, je le comprends. Mais ils sont en train de les développer. Et je ne crois pas qu'un seul expert me contredira si je dis que l'Iran est le plus grand soutien du terrorisme au travers du Hezbollah et du Hamas. Nous les avons sanctionnés pendant 26 ans. Nous avons provoqué chez eux une peur panique quand le président les a traités de diables. Vous savez quoi? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Nous devons les traiter avec considération. Vous savez quoi? Qui est le plus grand violateur du traité de non-prolifération nucléaire? Les États-Unis d'Amérique. Nous avons promis que nous allions désarmer et nous ne le faisons pas. Nous développons nos armes nucléaires. Qu'allons-nous attaquer avec l'arme nucléaire? Oh, Barack, qui? Je n'ai pas l'intention d'envoyer une bombe nucléaire sur qui que ce soit, Mike. Je le promets. Tant mieux.
Alors, des candidats à la primaire démocrate qui disent les États-Unis sont les plus grands violateurs du traité de non-prolifération nucléaire, je veux dire, nous, on a découvert leur existence là en regardant ces images, parce que les médias français en parlent peu, habituellement. Est-ce que les médias américains en parlent davantage? Est-ce que les Américains les connaissent mieux? Ou est-ce que d'une manière générale, ces discours dissidents au sein du Parti démocrate sont plutôt étouffés par les grands médias? Ça n'est pas qu'ils soient étouffés par les grands médias, puisque la meilleure preuve, c'est qu'ils peuvent parler. Et non seulement ils parlent sur une chaîne de télévision, mais c'est relayé par Internet. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'une grande partie des Américains suivent la campagne électorale par Internet. On peut évaluer la proportion des Américains qui la suivent sur Internet? C'est difficile à évaluer d'une manière précise, mais on sait par exemple qu'au moins 50 ou 60% des Américains disposent d'Internet. Ah, ils l'ont, ce qui ne veut pas dire qu'ils suivent la campagne. Bien sûr. Sur le... Et il ne faut pas oublier non plus qu'on est au tout début. Vous avez rappelé tout à l'heure que les élections présidentielles auront lieu dans 18 mois. Bon, alors cela dit, pour répondre à votre question précisément, les Américains considèrent que du côté démocrate, il y a 3 candidats principaux. Hillary Clinton, le sénateur Barack Obama et l'ancien sénateur John Edwards, qui font la course en tête. Les autres sont intéressants, ils ont des positions politiques. Le représentant Kucinich, par exemple, Gravel, lui, est un ancien sénateur, donc ce sont des gens qui ne sont pas véritablement au centre de la vie politique. Alors, ils ont des opinions, et ces opinions, ils les expriment librement, mais on ne peut pas dire que ce soit eux qui soient véritablement, qui forment le noyau, si vous voulez, de la campagne électorale. Alors, suite de notre tour du monde des présidentielles en images, avec une découverte que vous avez faite, Yulia, en Turquie, les chaînes pratiquent le vote par SMS. Oui, vous vous souvenez, la dernière fois, on s'est quitté au moment de manifestations le dimanche 29 avril à Istanbul. Le lendemain, le Conseil constitutionnel avait invalidé le scrutin faute de nombre suffisant de parlementaires votants. Donc la chaîne privée Canal D a trouvé une façon originale pour demander directement l'avis des citoyens sur le candidat Abdullah Gül, à l'image de l'émission de variété. Nous voulons à présent votre avis. Nous voulons le faire entendre à la capitale Ankara. Notre question est la suivante. Dans le cadre de la décision du Conseil constitutionnel, Abdullah Gül doit-il se retirer ou continuer? Doit-il se retirer ou ne pas se retirer? Une seule question. Abdullah Gül doit-il se retirer ou ne pas se retirer? Abdullah Gül, mes frères. Le Conseil constitutionnel a rendu publique sa décision. Il a dit que 367 voix étaient requises pour que le premier tour de l'élection présidentielle soit valide. C'est pourquoi il a annulé le premier tour des élections. Dans cette situation, selon vous, que doit-il se passer? Abdullah Gül doit-il retirer sa candidature? Tapez oui ou non et envoyez-le au 15-14. Évidemment, à la fin du journal, on nous donnait les résultats. Eh bien, nous avons donc posé la question. Nous avons demandé si Abdullah Gül devait retirer sa candidature. Et vous, quelle a été votre réponse? Je me tourne tout de suite vers l'huissier. Madame Beckler, quel est le résultat? Monsieur Biran, nous avons reçu 250 154 SMS. Attendez, 254 000? 250 154 personnes. 250 000 personnes ont participé? Oui, oui. C'est un record incroyable. Ah oui, oui, avec 51% de oui et 49% de non. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Je le répète, c'est un résultat incroyable. 250 000 personnes. Cela montre aussi la confiance que vous avez dans le journal télévisé de Canal D. 250 000 personnes ont participé à l'enquête. 51% de oui et 49% de non. Alors, 50-50, presque, hein, alors qu'on avait l'impression, à voir les images de manifestations, que la Turquie entière était opposée à la nomination, à l'élection de ce président. Alors, c'est que ce sondage est manipulé? Oui, bien sûr. Parce bien sûr. Bien sûr. Comment ça? Absolument. Je vais vous expliquer. La méthode, l'original, appartient à Canal Turc, pour lequel je travaille bénévolement. Nous avons tous les jours une enquête SMS, mais on est beaucoup plus vous êtes honnête. Crédible parce qu'il y a 12 000 personnes qui participent, 25 000 personnes qui participent. Attendez, là, il y en a 250 000. Voilà, c'est ça qui me fait, parce que moi, je fais ça tous les jours, et je sais combien de personnes participent, 250 000 personnes qui envoient les SMS. Tout peut se faire en Turquie, et je ne crois pas à ces sondages. Voilà, ce qui vous paraît louche, c'est le nombre de participants. Exactement, et je suis sûre que la même enquête a été faite par plusieurs autres télévisions, surtout par celle que je viens de citer, Canal Turc, qui a couvert les événements, qui est d'ailleurs à la source de la manifestation. C'est Canal Turc qui est un des organisateurs des deux manifestations. Ah bon? Ah oui.
Il y a des chaînes de télé qui organisent des manifestations? Oui, il y a une chose très engagée, très engagée, anti-gouvernementale, c'est Canal Turc. À la source, ça veut dire Nous sommes très engagés. à la source, c'est-à-dire On n'est pas là pour être objectif. D'accord. Au moins, c'est clair, Voilà, dès le c'est départ. clair. À Canal Turc, on n'est pas objectif, on est contre le gouvernement. Et là, ils ont organisé justement des SMS, etc., mais on n'arrive pas à ces résultats de 250 000. Est-ce qu'il y a une différence entre les habitants de ville et de village? Est-ce qu'il y a une vraie opposition entre les citoyens qui sont sortis dans la rue, les femmes notamment dont vous avez parlé, et les gens qui habitent dans la campagne et qui ne soutiennent pas forcément la laïcité? Juste en un mot, si on ne peut pas faire une émission sur la situation en Turquie. Oui, il y a une différence. Alors, il y a une différence. Les islamistes peuvent descendre dans la rue, peuvent descendre s'ils veulent 2 millions. Mais c'est que les 2 millions seront avec des tchadors noirs et des barbes comme ça. Et ce ne sera pas très esthétique pour l'entrée de la Turquie en Union européenne. Tandis que ceux-là peuvent défiler, même 5 millions. Et c'est la première fois où les Turcs descendent aussi nombreux dans la rue, où personne ne se tire sur personne, où il n'y a pas d'échauffourées, où il n'y a pas des couteaux que l'on trouve, où il n'y a pas des gens qui tirent en l'air, etc. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Vous voulez dire que les islamistes s'interdisent de manifester pour ne pas donner parce à l'extérieur... Parce que l'image ne serait pas belle. J'ai écrit ça, personne n'a relevé, personne n'a dit non, tu te trompes. Mais il y a un gros problème quand même, cette histoire de sondage SMS qui n'est pas représentatif, c'est juste des gens, donc c'est peut-être les plus motivés ceux qui ont la possibilité de le faire, etc. Et qui manipulent quand même l'opinion. Parce que là, nous, on discute comme ça, en essayant de prendre un peu de recul, mais là, des chaînes aussi puissantes qui annoncent des résultats comme ça en Turquie, je suis sûr qu'il y a des gens qui peuvent se dire, bah oui, finalement, c'est pas si contesté. Sauf que si je comprends bien, il y a la chaîne Canal Turc en face qui est engagée dans l'autre sens et qui dit le contraire. Donc il y a quand même un pluralisme. C'est une petite chaîne quand même. C'est une toute petite chaîne. C'est une toute petite chaîne, très regardée, avec très peu de moyens, où il y a une pression incroyable. Parce que le gouvernement a ordonné un contrôle fiscal sur la chaîne. Il y a 84... Ça c'est votre chaîne, vous la défendez, c'est normal. Mais c'est une petite chaîne, ça veut dire qu'elle est moins regardée? Non, elle est très bien regardée. Mais nous n'avons pas de moyens techniques ni de finances financières pour couvrir... On s'en fiche si vous êtes très regardé. C'est le principal. Oui, c'est vrai. Alors, on va glisser maintenant sur le rôle des journalistes, en voyant quelles questions, parfois délicates, ils s'autorisent à poser, en commençant par les États-Unis, Maya. En l'occurrence, ce n'est pas un journaliste qui la pose, enfin... Si, mais c'est en fait une question d'un internaute. Et alors vous allez voir, c'est le genre de questions qui, comme ça, a l'air difficile, mais qui en fait permettent aux candidats de montrer leurs failles, leur part d'humanité. Une question de Paula Conway de Caroline du Sud. Quelle est l'erreur la plus importante que vous ayez faite sur le plan politique ou professionnel? Et en avez-vous retiré quelque chose faisant de vous un meilleur candidat? Ne dépassez pas les 30 secondes pour cette réponse. Eh bien, je n'ai pas assez de temps pour parler de toutes les erreurs que j'ai faites depuis toutes ces dernières années. Bien sûr, les erreurs que j'ai commises à propos du système de santé m'ont beaucoup perturbée. Et cela nous a empêchés de délivrer un message clair. Et aussi le fait d'avoir cru le président Bush quand il a dit qu'il se rendrait aux Nations Unies et enverrait des inspecteurs en Irak pour savoir s'il y avait des armes de destruction massive. Ma femme, qui est dans la salle, a sûrement une liste très longue. Mais professionnellement, la première erreur que j'ai commise date de mon arrivée au Sénat. Il y avait un débat sur l'euthanasie et beaucoup de sénateurs, dont moi, sont partis en ayant signé une loi qui autorise le Congrès à s'immiscer là où il n'aurait jamais dû le faire. Je crois que j'aurais dû rester au Sénat et me battre pour faire en sorte que ces décisions soient prises par les familles et non pas par les bureaucrates et les hommes politiques. Alors, c'est les deux favoris qui viennent de répondre. Et ce qui est frappant, c'est qu'ils répondent de la même manière tous les deux. La réponse est construite de la même manière. Ça commence par une pointe d'humour. Qu'est-ce que je me suis trompé dans ma vie? J'ai pas arrêté de me tromper. Ma femme pourrait faire la liste. Moi, j'aurais pas assez de temps pour dire toutes mes erreurs. Et ensuite, il y a un mea culpa sur un point particulier. Ça veut dire que maintenant, c'est un jeu bien rodé et qu'ils savent que cette question va leur être systématiquement posée et ils ont des réponses formatées. Non, mais c'est-à-dire que c'est une question que l'on pose à un homme ou à une femme politique pour voir dans quelle mesure il ou elle peut être sincère. C'est-à-dire, est-ce que vous reconnaissez les défauts que vous avez? Et alors là, vous voyez de la sincérité dans les deux réponses ou vous voyez des réponses formatées toutes les deux? Je vois surtout que la question peut être embarrassante pour Hillary Clinton. Parce qu'en fait, elle a voté en 2002 les pouvoirs qui ont permis au président George Bush d'intervenir en Irak. Et depuis ce temps-là, ce vote la poursuit. C'est-à-dire qu'elle est obligée de s'expliquer.
Elle fait allusion également au système de santé qu'elle a tenté de réformer au tout début de la présidence de son mari. Et là encore, c'est un handicap qu'elle traîne derrière elle, parce qu'on lui a reproché justement non seulement d'avoir raté sa réforme, mais surtout de l'avoir proposée dans des termes qui ne conviennent pas à la majorité des Américains. Mais ça sert à désamorcer ces attaques. Après, on ne lui redemandera pas, ah oui, mais vous vous êtes trompé avec la réforme sur la santé, et puis vous avez dit ça. Alors, question des journalistes, suite, questions qui fâchent, ou qui fâchent moins, ou qui pourraient fâcher, ou qui ne sont pas posées. Maya, mais alors là, pour comprendre, en regardant la télé malienne, il faut avoir un bon décodeur. Hein. Ouais, il faut bien déchiffrer. Alors là, l'exemple qu'on a pris, c'était à la fin de la campagne. Donc le président ATT avait rempli le stade de Bamako, qui était plein comme un œuf. Et dans son discours, il faisait allusion à certaines pratiques que seuls les fins connaisseurs de la vie politique malienne pouvaient effectivement déchiffrer. C'est dans un stade en fusion et nous dirons en ébullition que le candidat Amadou Toumani Touré a fait son entrée. Mes chers compatriotes, à partir de l'expérience de 5 ans vécue, j'ai cru devoir me retourner vers vous pour solliciter votre suffrage. Je suis revenu avec l'ensemble de ceux qui ont voulu m'accompagner. Parmi eux, je voudrais féliciter certains qui ont abandonné leur candidature pour soutenir la mienne. Donc, mes chers compatriotes, j'ai pensé que dans le débat démocratique, dans le débat, ça aurait été programme contre programme. Mais la campagne est partie sur un terrain que je ne connais pas. Tout simplement, mon éducation ne me permet pas d'avoir certains types de comportements. Mon éducation ne me permet pas d'avoir certains types de comportements. Alors c'est très mystérieux. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur quel terrain est donc partie la campagne au Mali? Alors, je crois que depuis quelques années, ATT commence à connaître la contestation. C'était pas, il n'avait jamais eu affaire à ça. Il est arrivé au pouvoir dans un contexte très consensuel. Il n'y avait même pas de parti. Tout le monde s'est rallié à lui. C'était aussi un cas unique en Afrique. Il n'y avait plus de parti. Tout le monde soutenait ATT. Il était parfait. Il n'y avait pas de critique. On prenait des décisions. Bon. Et puis tout ça s'est craquelé au fil des ans. Donc du coup, il y a des livres comme ça qui paraissent, ATT-cratie, des trucs virulents, mais c'est pas si virulent que ça, parce que je peux vous dire qu'il y a des livres, par exemple, sur Wade qui sont pires. Au Sénégal. Au Sénégal. Bon, il commence à avoir des livres qui sortent. Qu'est-ce qui est dit dans ces livres? Surtout, quel est ce terrain? Alors, on va dire les choses sur ce plateau. Non, on parle de corruption autour de lui. On parle de corruption autour de lui, que certains ont des contrats, qu'il fait des groupes pour le soutenir et qu'il les finance. Avec des preuves? Avec des preuves? Mais il n'y en a pas beaucoup. C'est pour ça. C'est même anonyme, il n'y a pas beaucoup de preuves. Vous l'avez lu, hein, Maya, attentivement. Sur Internet, et des attaques sur lui, contre lui sur Internet. Non, mais alors Maya, par exemple, vous l'avez lu? Non, mais par exemple, on le compare à Mobutu, à Bokassa, voilà, on dit qu'il fait appel à des marabouts et à des féticheurs. Ça, c'est vrai. Ah bon? Mais ils l'ont tous. Ils le font tous, d'accord. Non, mais par exemple, on parle de sa fille qui a une boîte de communication et qui s'est octroyé des marchés en faussant le jeu de la concurrence. On parle beaucoup de voitures mises à disposition. Avec la fille de l'ancien président. Ah bon, c'est embêtant. Oui, d'accord. Ok, donc voilà, c'est le genre de choses que je ne pouvais pas évidemment. C'est pas des scoops. Hein. Oui, justement. En plus, c'est des petites choses. Par rapport à nous qui suivons la politique africaine, il y a des trucs vraiment hardcore. Si on écoute ça. Pour nous, c'est mignon. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas grand-chose à se reprocher. Voilà, ce qui est important de dire, c'est que, en tout cas, ce livre est en vente libre au Mali. Ah, il est en vente libre au Mali. On en parle dans les journaux. Il y a des grandes interviews d'un type masqué, le Sphinx. On est sûr qu'il est le Sphinx, il raconte ce qu'il veut. Hein. Ah bon, il est passé masqué à la télé? Non. Mais il y a des interviews de lui dans la presse là-bas. C'est-à-dire que tous les journalistes savent qui c'est, alors? Oui, les journalistes savent qui c'est. Il paraît que c'est un collectif de gens. Et aussi, sur Internet, il y a des sites où il est critiqué. On fait des choses... de sa vie personnelle et encore, bon, c'est pas très digne, pas très politique, quoi. Enfin, donc, il est surpris et il doit faire face à ça, parce que c'est la campagne électorale. Il reste quand même extrêmement populaire. Et ses candidats... Il a été élu. Il a été élu, et puis, même s'il y avait des petits problèmes. 36% de participation. Voilà, seulement. les gens... Oui, mais... Vous avez l'impression, d'après ce que vous entendez, que les citoyens maliens sont mieux, moins bien, pareillement informés que les citoyens américains?
Je crois que ça n'est pas tout à fait pareil quand même. Non, parce qu'il y a quand même un certain nombre de journaux qui existent aux États-Unis. Il y en a certain nombre, oui. 1500 quotidiens. Il y a aussi beaucoup de chaînes de télévision. J'ai rappelé tout à l'heure le rôle d'Internet. Si les Américains veulent être informés, ils peuvent être informés. On ne va pas vous ressortir la fameuse affaire des armes de destruction massive sur laquelle toute la presse américaine a cru bouche sur parole sans aller enquêter. Donc il peut y avoir 150 Et journaux. une partie de la communauté internationale, d'ailleurs. Bien sûr. Voilà. Je peux ajouter quelque chose. Avoir un nombre de télévisions immense ou de quotidiens, comment dire, très très grand, ne veut pas dire qu'on est bien informé. Exactement. Au contraire, surtout les Américains sont particulièrement mal informés. J'ai un certain âge où j'ai vécu en Turquie, où il y avait seulement 3 chaînes nationales, et maintenant je suis avec plus de 60. Et je vous assure qu'avec les 3 chaînes nationales comme il faut, nous étions mieux renseignés que ces 60 qui ne diffusent absolument pas une seule programme informatif qui soit digne de ce nom. Ils sont tout le temps avec, comment dire, ce qu'on appelle les divertissements, voilà, tout à fait, des débats et qui volent, mais vraiment très bas. André Caspi, question de fond. Est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de médias qu'il y a beaucoup d'informations? Je pense que c'est pas parce qu'il y a beaucoup de médias. En fait, on pourrait très bien faire une longue sortie sur les fusions qui existent au sein du monde de la presse écrite aux États-Unis. Il y a de grands groupes qui dominent cette presse écrite. Mais à l'intérieur même du monde des journalistes, il y a une déontologie. C'est-à-dire qu'au fond, un journaliste américain peut exprimer ce qu'il a envie d'exprimer à partir du moment où il le dit d'une manière qui soit claire et qui soit en même temps démocratique. Juste une chose par rapport, puisque le professeur Caspi estime que le Mali, c'est pas tout à fait comme les États-Unis, peut-être avec... C'est une évidence. Certainement, mais je ne sais pas si ça sous-entend que les Américains sont mieux informés. Mais j'aimerais quand même... Si, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il veut dire. Exactement. Je ne suis pas du tout d'accord, parce que si n'importe quel Malien peut vous parler mieux des États-Unis, de l'Europe, du monde qu'un Américain. Donc, qu'un Américain ne peut parler du Mali, vous voulez dire? Du Mali ou du monde même. Encore même, je vais être plus généreuse, laissons le Mali, on va dire petit, même de l'Europe qui est quand même... bon. Et je crois que c'est pas parce qu'on a, mais Mine l'a dit, parce qu'on a beaucoup de moyens d'information, qu'on s'intéresse déjà à être informé et qu'on est informé. Et je crois que les Africains en général, ils sont beaucoup mieux informés sur le monde, j'allais même dire que les Américains, que les Européens, et encore mieux que les Américains. Non, attendez, chère madame, je crois qu'il ne s'agit pas de faire de classement entre le Mali et les États-Unis. Moins bien informés, c'est clair ce qu'elle dit. C'est tout à fait clair. C'est vrai ou c'est pas vrai? Non, ce que je voudrais dire, c'est qu'aux États-Unis, il est très possible de s'informer quand on le souhaite. Bon, qu'il y ait beaucoup d'Américains. Ils ne souhaitent pas, oui, mais ça. Qu'il y ait beaucoup d'Américains qui ne sachent rien sur le monde, je suis entièrement de votre avis. Il ne faut jamais sous-évaluer l'ignorance des Américains en matière internationale. Voilà. Donc, les résultats, ils sont moins informés. Même s'ils ont de l'information disponible, les résultats, vous avez quand même des quotidiens, comme par exemple le New York Times, comme le Washington Post, comme le Los Angeles Times, qui sont des quotidiens dans lesquels vous trouverez toutes les informations que vous souhaitez sur l'Europe, sur l'Afrique, sur les États-Unis. La question qui se pose, c'est qu'évidemment, beaucoup d'autres quotidiens, et c'est là que vous avez raison de dire que le nombre ne fait pas la qualité, beaucoup d'autres quotidiens se limitent à des nouvelles locales, régionales et sportives. On va s'en tenir là sur l'information des citoyens américains. En tout cas, si vous voulez être informé, vous, sur la manière dont les Américains sont informés, vous l'êtes maintenant. David. Juste une chose, on a vu des images de la télé, une des télés les plus pauvres du monde, c'est j'imagine celle du Mali, on avait vu des images un peu crasseuses, floues, etc. cryptées. D'un site internet. On a vu aussi, non mais j'en ai vu aussi à la télé, il n'y a pas beaucoup de moyens. Et on a vu, des images de la télé la plus riche du monde. Et moi, mon sentiment, c'est finalement, on se méfie de façon tout à fait égale, quelle que soit la qualité de l'image et la débauche de moyens, SMS, éclairage, questions internet, etc. La méfiance est la même. Et je voulais poser une question à André Caspi. Est-ce qu'il y a aux États-Unis une défiance vis-à-vis des médias, comme il y a une crise de confiance vis-à-vis des médias, bon, on peut le dire en France ou dans certains pays européens? Est-ce que les Américains soupçonnent leurs médias comme nous on le fait? Oui, aujourd'hui, oui, certainement. Et ça, c'est la conséquence précisément de ce que vous évoquiez tout à l'heure à propos de l'Irak. Alors, justement, sur cette défiance à l'égard des journalistes et de ce que disent les journalistes, un extrait, on va terminer par là, particulièrement éclairant du débat démocrate, Maya, une escarmouche entre Barack Obama et le présentateur.
Bah oui, parce que comme en France, les journalistes américains ont parfois tendance à manquer de précision lorsqu'ils reprennent les déclarations de tel ou tel candidat. Exemple, le journaliste donc qui avait apparemment bien bossé son sujet pensait coincer Barack Obama, mais en fait il a fait pchit. Merci, sénateur. Je vais vous laisser continuer, mais je ne vous ai pas entendu parler d'Israël. Je vous demande ça parce que j'ai lu une citation qui vous est attribuée. Vous avez dit récemment « Personne ne souffre plus que le peuple palestinien ». Est-ce que vous maintenez cette affirmation? Eh bien, gardez en tête ce que la phrase disait réellement, en la restituant dans son contexte. Ce que j'ai dit, c'est « Personne n'a plus souffert que le peuple palestinien après les erreurs de l'autorité palestinienne, qui n'a pas reconnu Israël, ni renoncé à la violence, ni négocié sérieusement la paix et la sécurité de la région. » Bah, dis donc, ce présentateur-là, il a quand même gravement tronqué la phrase d'Obama. Il lui fait dire le contraire de ce qu'il veut dire. C'est de l'incompétence ou c'est pour coincer Obama? Oh, je pense que là, c'est de l'incompétence. Ce qu'on appelle chez moi ça, c'est concision. C'est de l'incompétence, c'est-à-dire que vraisemblablement, il a une citation qui n'est pas complète et par conséquent, il n'a pas vérifié, il a mal fait son travail. Marie-Roger Bullois, sur l'extrait qu'on vient de voir? Juste à fait, oui. C'est-à-dire, là, on a, pour moi, une des choses que je trouve typique aux États-Unis, c'est-à-dire cette habilité et cette envie de tout simplifier. C'est-à-dire de faire des trucs rapides, vite, carrés, non, mais là, il ne simplifie pas, il manipule, là. Oui, c'est pas de la simplification, il fait dire à la phrase le contraire de ce qu'elle veut dire. Alors, moi, je ne sais pas s'il y avait une intention. Bah, ça dit le contraire. D'accord, mais si vous dites petit a, le peuple palestinien a souffert, et si vous dites petit b, le peuple palestinien a souffert de l'incompétence de ses dirigeants, il me semble qu'on fait dire à la phrase un peu le contraire. Et en même temps, ça valorise Barack Obama. Il a trouvé une phrase, il a dit, ah tiens, ça fait bien, je vais poser la question, parce que ça peut faire un peu du mal. Je sais pas. Et ça, c'est ce que je voulais dire. Nous, pays en voie de développement, pays sous-développés, on est toujours consternés par tout ce genre d'approximation, parce qu'ils ont beaucoup de pouvoir et très peu de connaissances, malgré l'abondance d'informations qui est à leur disposition. Ça dépend des gens, vous savez pas. Hillary Clinton est une femme qui a beaucoup de connaissances. Non, on parle des journalistes, là. Des journalistes. On parle des journalistes. Ah oui, mais il y a de très grands journalistes aux États-Unis. Mais il y a aussi des journalistes qui sont... Alors, juste un mot, parce qu'il est temps de conclure. Juste un mot, parce qu'il est temps de conclure. Oui, c'est là-dessus? Oui, c'est là-dessus. On parle très souvent de l'Américain moyen, et puis que l'Américain moyen s'intéresse à la presse uniquement qui dit les cancans du coin, c'est-à-dire local. Est-ce que vous pensez, vous qui connaissez très bien le problème, que c'est l'Américain moyen qui fabrique cette presse locale ou c'est cette presse locale qui fabrique les moyens l'Américain moyen? Vous voulez qu'il réponde à ça en 30 secondes? Oui, non, mais c'est pas ça, je vais répondre en 30 secondes. Est-ce que c'est la poule qui fait l'œuf ou est-ce que l'œuf qui fait la poule? Exactement. Voilà, c'est répondre à une question par une question, ce qui est un grand art. Merci à tous trois d'avoir participé à ce débat qui se conclut sur cette question. Arrêt sur image revient dimanche prochain, 12h40. Au revoir à tous.